Bonsoir, bien le bonsoir. Bien le bonsoir et bienvenue à cet espace vertical de psychanalyse pour tous. On nous ne donne plus les mêmes possibilités, il va falloir s'adapter. Il va falloir donc s'adapter à la verticalité, ce qui n'est pas plus mal d'ailleurs. Et donc, bienvenue à toutes et à tous à cette nouvelle rencontre du mardi à 21 h. Donc nous sommes le 5 mars 2024 et nous allons aujourd'hui faire référence, parler un petit peu, je dirais même bonsoir Olivier, Féti, Jessica, bonsoir, reparler de ce dont nous avons déjà eu l'occasion de faire référence, qui est la névrose d'angoisse. Donc c'est quelque chose qui est très intéressant, que nous avons déjà vu, mais que dans tous les cas, vous savez qu'il est nécessaire de revoir. Céline, Stéphanie, bonsoir. Il est nécessaire de revoir, pourquoi? Parce que tout s'oublie. Et que ce qu'on a vu une fois, Guy, bonsoir, ce n'est jamais suffisant. Il faut recommencer, 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 puisque sinon... Et comme vous le savez, étudier la psychanalyse, c'est quelque chose que le professionnel va devoir faire tout au long de sa carrière professionnelle. Non seulement continuer à se psychanalyser, à superviser son travail, sinon qu'en plus continuer à étudier. Nathalie, bonsoir. C'est une obligation qui fait partie de la profession. Donc, c'est quelque chose qui est très intéressant aussi parce que à chaque nouvelle lecture, Simona, à chaque nouvelle lecture, ce qu'on voit, Erika, bonsoir, qu'on découvre de nouvelles choses, des choses qu'on croyait avoir compris, qu'on croyait avoir fait une certaine approche sur le sujet, et en fait, il y a toujours de nouvelles choses qu'on peut découvrir. Nabila, bonsoir. Assina, bonsoir. Donc, je vous laisse arriver ce soir. Le sujet, la caméra est très proche ce soir, oui. Oui, Olivier, on est très proche ce soir. Donc, on va voir si c'est quelque chose qui va nous aider, Carlos, bonsoir, qui va nous aider à mieux écouter. Allez, à mieux écouter. Alors, Gina, bonsoir. Angelina, bonsoir. Donc la névrose d'angoisse, ça, ce soir nous allons voir la névrose d'angoisse. Alors comme toujours, rappelez-vous, et c'est quelque chose qui est important, j'ai l'habitude de le souligner et je continuerai à le faire, c'est-à-dire que nous sommes dans tous les cas, dans tous les directs que nous faisons le mardi, nous sommes d'une manière ou d'une autre concernés. C'est-à-dire que nous allons parler, est-ce qu'on souffre tous de névrose d'angoisse? Alors c'est pas qu'on en souffre, Céline, Mohamed, bonsoir, Marie-Lotte, bonsoir. Donc c'est pas qu'on en souffre, sinon que c'est quelque chose qui fait partie, que l'angoisse, comme on a déjà eu aussi l'occasion, assis bonsoir, de faire référence, c'est-à-dire que l'angoisse c'est quelque chose qui n'est pas en psychanalyse considéré comme quelque chose de négatif. Ce n'est pas un affect, puisque c'est l'affect, l'angoisse c'est l'affect central, Myriam bonsoir, et ce n'est pas quelque chose qui est négatif, a priori, puisque c'est quelque chose qui est constitutif, qui fait partie de la vie du sujet. Freud va nous parler de la névrose d'angoisse. Isra, bonsoir, va nous parler de la névrose d'angoisse à partir de 1894. C'est dans un texte donc où il va différencier, il va présenter en fait les caractéristiques, bonsoir docteur, les caractéristiques de cette névrose d'angoisse pour la différencier. À cette époque-là, c'était de la neurasthénie ou aussi avant 1900, Siam bonsoir, Mehdi bonsoir, Messali bonsoir, Asia. Donc ça veut dire que à cette époque-là, tout ce qu'on considérait, toutes les souffrances mentales, on va dire, toutes les souffrances mentales étaient considérées, toutes étaient mises toutes dans le même sac. Et c'est à partir de 1894 où en fait Freud va commencer à différencier. Et ces découvertes donc qu'il fait dans cette époque qu'on appelle
l'époque de la préhistoire de la psychanalyse, puisque le concept d'inconscient n'a pas encore été produit. Sinon qu'à cette époque-là, Hakim Bonsoir, il parle d'une deuxième conscience. Donc nous n'avons pas encore, enfin, il n'a pas encore produit, Poisson Bleu Bonsoir, le concept d'inconscient, mais il nous donne déjà beaucoup d'informations qui sont encore aujourd'hui intéressantes, et surtout qui sont intéressantes, comme toujours, par après coup. Non, Anne, merci. Zaba, bonsoir. Et Agnès, bonsoir. C'est-à-dire que c'est par après coup. Formation médicale, bonsoir. Donc c'est par après coup. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous savons qu'il existe que ce concept d'inconscient. Donc nous pouvons relire les textes antérieurs et prendre en fait tout ce qui est intéressant. Après, il y a des choses bien évidemment qui étaient dites à cette époque-là et qui aujourd'hui ne font plus partie de ce qu'on appelle la science psychanalytique. Mais en 1800, et c'est pour ça qu'on s'intéresse spécialement à ce texte, parce qu'en 1894, en fait, il va établir, Freud, tous les symptômes qui correspondent. Il va nous décrire, en fait, Samy Bonsoir de la Tunisie, il va nous décrire, Salwa Bonsoir, les symptômes de la névrose d'angoisse, les particularités de ces symptômes, et ce qu'elle nous dit en fait, cette névrose d'angoisse, comment elle nous parle du sujet, quelle est l'attitude du sujet face à j'allais dire ses souffrances. Et en fait, on va voir que d'une manière ou d'une autre, ça peut nous arriver à tous. Non, ce sont des symptômes. Le problème, c'est quand ce sont des symptômes qui s'établissent dans la vie du sujet de façon continue. Hein. Pourquoi Freud a arrêté l'hypnose? Freud a arrêté l'hypnose parce que, premièrement, tout le monde ne se laissait pas hypnotiser et parce qu'en fait, il ne s'agit pas de simplement de poser des questions aux patients, qu'il nous raconte, qu'il fasse référence à son enfance, sinon qu'il apprenne à parler d'une façon que la psychanalyse, c'est un apprentissage, non, de se positionner dans le langage d'une manière différente. Abdella, bonsoir. Martine, bonsoir. Donc, à cette époque-là, il va donc décrire, il va commencer la description de ce qu'on appelle les névroses actuelles. Parce qu'il a séparé les névroses en névroses de transfert et névroses actuelles. Dans les névroses actuelles, il y a l'hypocondrie, la neurasthénie et la névrose d'angoisse. Et on les appelle des névroses, Regina, bonsoir, on les appelle des névroses actuelles parce qu'elles font référence en fait que la problématique du sujet est en relation avec sa sexualité actuelle. Alors que les névroses de transfert, Marlène bonsoir, que les névroses de transfert en fait font référence à la sexualité infantile actuelle du sujet. C'est-à-dire que la relation n'est pas exactement au même moment on va dire que dans les névroses de transfert, il y a une régression, non, à cette époque de cette sexualité infantile en fait qui continue à vivre en chacun de nous. Et Afaf, merci. Reda, bonsoir. Donc Freud va nous parler à cette époque-là de trois mécanismes. Ikram, bonsoir. Pouvez-vous développer? Bah oui, attendez, on y arrive. Donc Freud, il dit que il y a trois mécanismes à cette époque-là, non? Après, Mounir, bonsoir. Trois mécanismes de production de la maladie. Alors les trois mécanismes de la production de la maladie, il dit que d'un côté, il y a, premièrement, Paulette, bonsoir, ce qu'on appelle la conversion. La conversion, c'est-à-dire la conversion de l'affect. C'est-à-dire que cette angoisse qui va se manifester, par exemple, dans l'hystérie, en fait, le mécanisme qui va produire la maladie, c'est-à-dire une affection somatique, en fait, il va y avoir une conversion. C'est-à-dire que ce qui va affecter le sujet, en général c'est une phrase, qui va affecter le sujet, en fait cette phrase va être réprimée et elle va être, la tension qu'a provoqué cette phrase, on va dire, va être déchargée, elle va provoquer, Annick, bonsoir, une innervation somatique. D'accord? Donc ça c'est un des premiers mécanismes de production. En plus, après, il va nous parler du déplacement de l'affect, c'est-à-dire que, pareil,
parce que l'affect, la particularité de l'affect, c'est qu'il ne peut pas être refoulé. Ce qu'il peut faire, c'est en fait, il va s'associer à une autre représentation. C'est une représentation qui est associée à l'affect qui va être réprimée, mais l'affect va continuer à vivre, comme dans le cas de la conversion. C'est-à-dire que la représentation va être refoulée et l'affect va passer au sommet. Dalal, bonsoir, Amel, bonsoir. Après, il va nous parler d'un autre mécanisme de production qui est le déplacement de l'affect. Par exemple, dans les névroses obsessionnelles, où il va nous dire que, justement, par exemple, on va voir par exemple un cas, il y a des personnes, certains névrosés et obsessionnels qui vont ouvrir le journal et que face au délit que le journal va décrire, il va se sentir responsable de tous les délits alors il sait lui-même que c'est pas lui, mais il ne peut pas s'empêcher de penser que c'est lui. Donc il y a ces mécanismes en fait qui existent chez tous les êtres humains, c'est-à-dire d'une certaine façon, on sait raisonnablement, on sait de façon logique que ce n'est pas nous, mais on ne peut pas éviter de penser, de se sentir coupable des délits qu'on va... Lily, bonsoir. Et en fait, il dit que l'affect s'est déplacé. Donc l'affect ici, ce serait la culpabilité, et en fait, il dit qu'il se serait déplacé, qui auparavant serait associé à une autre représentation. La représentation a été refoulée, et l'affect va donc circuler et s'associer à d'autres représentations qui vont être plus tolérables pour le sujet. Donc, il peut s'associer à pas n'importe quel, parce qu'il doit y avoir cette association, en fait, elle n'est pas au hasard. Cette association se fait par rapport à certains éléments, par des associations d'idées. Véronique, bonsoir. Et ensuite, il va nous parler de la transformation de l'affect en angoisse. Et c'est celle qui nous intéresse donc aujourd'hui, qui est dans la névrose d'angoisse. C'est-à-dire que l'affect, en fait, il va se manifester comme angoisse. Alors, il va se manifester comme angoisse directe, c'est-à-dire que la sensation, un petit peu comme on avait vu quand on avait parlé de l'anxiété, hein, où il n'y a pas de manifestation somatique, sinon qu'il y a simplement la sensation de l'angoisse. Donc ça, c'est une manifestation, que l'anxiété, c'est de l'angoisse sans, Mariam, bonsoir, sans cette névrose, en fait, sans cette névrose d'angoisse. Donc, comme on disait, Nathalie, bonsoir, que l'angoisse pour la psychanalyse est un élément constitutif de l'appareil. C'est-à-dire que tout le monde, non, nous avons été constitués, en fait, avec cette possibilité de l'angoisse qui est un élément indispensable au fonctionnement de l'appareil. Alors, bien sûr, cette angoisse ne produit pas obligatoirement ni des malaises, ni des affections somatiques, ni d'autres types d'affections. Ce n'est pas une obligation. Il y a des angoisses où, en fait, le sujet ne va rien sentir du tout. C'est-à-dire qu'il existe la possibilité que cette angoisse participe à certaines choses dont on va faire de notre vie, mais sans que le sujet ait besoin de sentir quoi que ce soit. Rappelons, non, parce que sinon c'est Olivier qui va me le souligner, Brahim, bonsoir, que toute angoisse est angoisse de castration. Ça veut dire qu'est angoisse de castration, ça veut dire qu'est angoisse en relation toujours avec notre mortalité, Nidal, bonsoir, avec le fait aussi, parce qu'on dit que la castration aussi, c'est le fait de se rendre compte que l'autre ne nous appartient pas. Célia, bonsoir, par exemple. C'est-à-dire la castration, Hachimi, bonsoir, c'est cette production par laquelle nous devons passer qui va nous donner notre niveau d'humanité. Mais cette angoisse de castration, en fait, elle peut apparaître angoisse de castration directement, mais très souvent, ce qui se passe, c'est qu'il y a des régressions. Et on va régresser à d'autres étapes de la
de l'angoisse. Parce qu'il y a la première angoisse, Nadia, bonsoir, la première angoisse, c'est l'angoisse, on va dire, du bébé, quand sa mère disparaît. Non, c'est l'angoisse comment ça s'appelle, qu'il se retrouve tout seul. Si sa mère disparaît, ben pour lui, il se rend bien compte qu'il ne peut rien faire tout seul. Donc, et ça, c'est la première angoisse. Et cette angoisse, des fois, elle peut se manifester chez un adulte. Et quand elle se manifeste chez un adulte, donc c'est sa sexualité infantile, on va dire, entre l'angoisse et la peur de mourir. Oui, l'abandon, exactement. Donc, l'angoisse, c'est toujours quelque chose, en fait, qui va être le signal de quelque chose. D'accord Mais l'angoisse de la séparation, c'est déjà un stade au-dessus. Non, le stade de l'abandon, on va dire, c'est pas le stade de la séparation. Non, la séparation, ça c'est déjà un autre stade. Il y a d'abord l'abandon, effectivement, c'est pas exactement être abandonné, c'est l'angoisse. Comment ça s'appelle? Attendez, je vais aller regarder, parce qu'il y a une angoisse, et une angoisse qu'on appelle l'angoisse bah oui, d'abandon, de détresse en fait, de détresse, puisqu'il n'y a plus personne pour s'occuper de moi. Donc c'est pas la séparation, c'est qu'il n'y a plus personne pour s'occuper de moi, donc c'est la détresse. Au secours, au secours. Donc la castration est plus symbolique. La castration est bien évidemment symbolique, d'accord? Mais même si elle est symbolique, elle n'est pas assumée, non, par beaucoup, parce qu'en fait, la castration, ça veut dire que ma mère aussi est mortelle, c'est-à-dire que nous sommes des êtres mortels. Donc, et que l'angoisse, c'est toujours, Stéphanie, bonsoir, Fassila, bonsoir, est un signal. C'est pour ça qu'on dit que ce n'est pas quelque chose de négatif, parce qu'en fait, c'est un signal. On peut avoir, non, si tout d'un coup, il y a le feu dans l'immeuble, il peut y avoir développement d'angoisse, c'est-à-dire signal de attention, attention, danger. Donc, et c'est ce qui va m'aider à sortir de l'immeuble s'il y a un incendie dans l'immeuble. D'accord? C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est nécessaire. Parce que si il n'y a pas de sentiment d'angoisse, bon non, ça va, non. Donc, c'est plus difficile à ce qu'il y ait une mobilisation. C'est l'angoisse comme signal d'alarme. Exactement. Donc, c'est quelque chose qui est nécessaire. Mais on va voir que non seulement c'est donc une angoisse qui peut être un signal d'alarme pour quelque chose d'extérieur, mais ça va être aussi un signal d'alarme quand il y a un danger qui apparaît dans l'appareil psychique, que c'est autre chose. Parce qu'en fait, et quand il y a quelque chose, en fait, le signal d'alarme, Asma, bonsoir, c'est à l'intérieur de l'appareil, en fait, quand c'est l'attitude du sujet par rapport à ses désirs, à ses propres désirs. Et Siam, bonsoir. Et on va voir. Maintenant, on va pas voir, aujourd'hui, on va pas faire cette différence. Mais, parce qu'en fait, l'angoisse n'a pas d'objet. Non, la peur, elle peut avoir un objet, donc ça dépend un petit peu comment les gens vont en parler. Mais Freud va bien définir entre Bon. Et donc il y a, je disais que le signal d'alarme, c'est en relation avec notre désir. Et la particularité de notre désir ou de notre relation à ce désir, c'est qu'en général, nous avons des difficultés à avoir une bonne relation avec nos désirs. C'est-à-dire que nous avons une relation singulière avec nos désirs où nous pouvons les rejeter, les censurer, ne rien vouloir savoir de faire comme s'ils n'existaient pas. Et donc, chaque fois qu'en fait il va y avoir manifestation de ces angoisses, c'est parce qu'il y a quelque chose qui le provoque, et toujours ce qui va provoquer l'angoisse, c'est en relation avec notre désir. Mais bien évidemment, des désirs que nous ne tolérons pas. Donc, que nous sommes face à un désir. Or, si c'est un désir que nous tolérons, nous allons passer à l'action pour le réaliser. Par contre, si c'est un désir que nous ne tolérons pas, nous allons le réprimer. Ce n'est pas l'angoisse de morcellement. Non, ça c'est une autre nom, c'est l'angoisse de morcellement, c'est de régression. Donc, et que ce désir, en fait, on ne peut pas l'éliminer. Donc la seule possibilité face à ça, c'est
refouler le désir et le refoulement va provoquer, en fait, ce refoulement va développer une angoisse. C'est-à-dire que l'affect va rester là, mais sous forme d'angoisse. Hein. Donc c'est pour ça que dans une psychanalyse, ce qu'on apprend petit à petit, ce qu'on va apprendre, c'est à, d'une certaine façon, se débrouiller avec cette angoisse pour qu'elle ne crée plus d'obstacles dans ma vie, qu'elle me permette de vivre et que j'apprenne à avoir une nouvelle relation avec mes désirs. C'est-à-dire que j'apprenne à me débrouiller avec l'angoisse, c'est-à-dire j'apprenne à faire face à tous ces désirs qui se présentent en moi. Hein. Et il y a une autre chose aussi qu'on dit sur l'angoisse qui est intéressant parce que normalement on dit nous avons de l'angoisse et en fait c'est elle qui nous tient, c'est l'angoisse qui nous tient. Et en fait on devrait, parce que l'angoisse nous tient et l'angoisse nous structure, donc c'est pour ça qu'on dit que ce n'est pas quelque chose qui est négatif et on n'est pas obligé de la sentir. Et elle nous structure, pourquoi? Parce que nous sommes des sujets désirants, nous sommes des sujets qui désirent. Ben, là, par exemple, on fait les désirs qui ne sont pas tolérés, Olivier, les désirs que nous ne tolérons pas dans notre vie, ce sont des désirs sexuels qu'on considère inappropriés et des désirs hostiles. Pourquoi l'angoisse devient chronique? Ne peut-on pas guérir de cette oppression, cette douleur thoracique qui étouffe? Bien sûr que si, Fatma. Non, la psychanalyse, c'est un instrument qui est à la disposition pour justement pouvoir travailler et pouvoir modifier ces sentiments d'oppression, parce qu'effectivement, on ne peut pas vivre avec une oppression tout le temps. Alors, alors la névrose d'angoisse, parce que la névrose d'angoisse, elle va avoir une particularité. Quand on parle de névrose d'angoisse, on va voir que, en fait, il va y avoir, comme le dit Fatma, en fait, des manifestations somatiques, des manifestations dans le corps. Par exemple, une oppression, non, dans la poitrine, ou différents types de manifestations dans le système respiratoire et dans d'autres systèmes, mais principalement dans le système respiratoire. Il peut y avoir de la tachycardie, Christine, bonsoir, qui va se manifester. Parce que d'un côté, il y a l'angoisse, et de l'autre côté, il y a bien évidemment ce qu'on appelle la névrose d'angoisse, où il y a qui est en relation avec la sexualité actuelle du sujet, et qu'il y a cette difficulté, en fait, pour décharger cette énergie. Parce qu'en fait, notre appareil psychique, il a besoin pour vivre de toujours une certaine quantité d'énergie. Et de temps en temps, cette énergie augmente. Et quand elle augmente, ben, elle a besoin de pouvoir être déchargée. Alors, elle peut être déchargée d'une façon, on va dire, somatique, donc, ou avec des lésions, ou pas des lésions, parce que la névrose d'angoisse, il n'y a pas de lésions. Bon, ça, c'est la particularité, c'est-à dire qu'il n'y a pas de lésion, sinon que c'est la fonction de l'organe qui est touchée et qui va augmenter, en fait, dans la neurasthénie, la fonction de l'organe va diminuer et dans la névrose d'angoisse, la fonction de l'organe va augmenter. Le rythme cardiaque va s'accélérer. Par exemple, on va commencer à suer, il y a des vertiges, il y a toutes sortes de... Et il y a aussi une grande sensibilité au bruit, une sensibilité à tout ce qui se passe à l'extérieur, donc qui va faire aussi, qui fait partie de ces symptômes. Donc la névrose d'angoisse peut apparaître, non, de façon isolée chez le sujet. C'est un échec du refoulement. Et diarrhée aussi, effectivement, Christine. C'est un échec du refoulement. En fait, le refoulement, c'est toujours un échec. Parce que quand il n'y a pas d'échec du refoulement, on ne sait pas. Il n'y a pas de manifestation. Non, on sait qu'il y a eu refoulement que quand il y a eu échec. Pourquoi? Parce qu'il y a le retour du refoulé. Donc, il n'existe pas d'autre manière, en fait, de refouler. Ce qui a été refoulé de façon impeccable, on ne le connaît pas. On n'a pas de traces. Donc, il n'y a pas de manifestation dans le sujet, en fait. Donc, je disais que cette névrose d'angoisse peut apparaître de façon... bonsoir, apparaître de façon isolée, c'est-à-dire qu'une névrose d'angoisse claire, ou elle peut s'associer à d'autres névroses.
Et c'est pour ça que dans la majorité des cas, en fait, on va parler de névrose mixte. C'est-à-dire qu'avec d'autres manifestations. C'est pour ça que c'est intéressant de pouvoir étudier la théorie pour pouvoir penser et écouter le patient pour voir à partir de quelle structure il parle au moment où il parle. Parce qu'après, ça ne veut pas dire qu'on va lui mettre une étiquette en lui disant névrosé d'angoisse. Dans le rêve, il y a le refoulé. Bien sûr que dans le rêve aussi, il y a là, le mécanisme du refoulé qui va rentrer en jeu. Et donc il va nous parler dans ce texte, Freud, puisqu'à l'époque c'est ce qu'il étudie principalement, c'est l'étiologie de ces névroses, Damienne Bonsoir, de ces névroses d'angoisse. C'est-à-dire d'où vient, elles sont à l'origine de quoi. Et à cette époque-là, en fait, il va, parce qu'après il va rentrer, il va nous réexpliquer tout ça, mais il va rentrer dans l'appareil en disant, voilà, il y a une pulsion du ça qui veut absolument s'exprimer, et que le moi empêche l'expression de ce désir, non, empêche l'expression de... Donc, mais ça, c'est plus tard, on va dire. Bonsoir Pascal. Pour l'instant, Freud, en fait, il va, donc, on est avant 1900, avant l'interprétation des rêves, en fait, il va nous expliquer qu'en fait, il y a des déviations de l'excitation sexuelle somatique, de son élaboration psychique. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tout ce qui nous arrive, nous, comme êtres humains, c'est que nous avons, il y a des, on va dire des, Elia bonsoir, des affections qui peuvent se manifester dans le corps et qui doivent s'élaborer de façon psychique, c'est-à-dire par exemple en parlant, et il y a des manifestations qui vont des choses qui vont apparaître dans le sujet, Néléa bonjour, de façon psychique, qui doivent aussi s'élaborer de façon psychique. C'est-à-dire que dans tous les cas, nous devons apprendre à utiliser ou de façon somatique. D'accord? D'après Freud, le rêve, c'est un désir refoulé. Donc, c'est un désir sexuel, infantile et refoulé. Donc le rêve, dans tous les rêves, non? C'est toujours un désir sexuel, infantile, refoulé. Donc, on disait qu'en fait, il va dire que dans la névrose d'angoisse, puisqu'on disait qu'il s'agissait de la sexualité actuelle, il n'y a que chez moi que ça coupe la connexion. Alors, demande Stéphanie. Ici, on me dit que la connexion est parfois lente. Je suis désolée, mais je ne peux rien faire. Alors, dans la névrose d'angoisse, il y a une altération de la sexualité actuelle. Et c'est pour ça que ça la différencie de ce qu'on appelle les névroses de transfert, de l'hystérie, de la névrose obsessionnelle, de la phobie, qui, sont en relation avec la sexualité infantile actuelle. Parce que c'est la sexualité infantile, elle peut appartenir au passé. Quand elle apparaît dans le présent, c'est la sexualité infantile actuelle du sujet. Donc, et il dit qu'en fait, il a observé à ce moment-là que dans la névrose d'angoisse, on va voir que pour le sujet, il y a certaines pratiques sexuelles actuelles qui sont nocives. Et en fait, on va voir, parce que bien sûr, quand on parle de sexualité, on va parler d'une partie de la génitalité. Par exemple, il va dire que pour certaines personnes, l'abstinence sexuelle forcée, en fait, peut provoquer des symptômes de névrose d'angoisse. D'accord? L'abstinence sexuelle ne provoque pas chez tout le monde des symptômes de névrose d'angoisse, mais pour certains sujets, cette abstinence sexuelle forcée peut provoquer des symptômes. C'est-à-dire des excitations qui vont être frustrées. Et aussi que cette augmentation en fait de la tension dans l'appareil, elle doit pouvoir être élaborée par exemple de façon psychique. Et donc il va nous expliquer, il va dire par exemple, il y a certes, à l'époque c'était beaucoup plus courant, enfin je ne sais pas si c'était beaucoup plus courant aujourd'hui, parce qu'en fait c'est une pratique, donc quand il parle du coït interruptus, où en fait la satisfaction dans le couple, il y en a un des deux en fait qui n'arrive pas à ses fins, ou les deux n'arrivent pas au bout de la relation sexuelle, et il y a donc frustration, il y a interruption de la relation, donc pendant un temps c'était nécessaire pour éviter les grossesses. Aujourd'hui normalement ce n'est plus nécessaire, et pourtant il y a encore beaucoup de gens qui pratiquent ce genre, donc c'est pour ça que c'est quelque chose qui est plus en relation avec la position psychique du sujet que avec l'idée de grossesse ou pas grossesse. Donc, par exemple, on va dire qu'il y a aussi des gens qui, tous les gens qui de façon
général, ont des difficultés à terminer quelque chose qu'ils se sont proposés de terminer. Donc, ils ont des difficultés à mettre un point à certaines choses, par exemple. Et donc, il va dire que dans ces cas-là, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il y a une frustration du sujet qui n'a pas terminé ce qui s'était proposé de terminer. Et il va nous parler donc du cadre clinique de cette névrose d'angoisse. Alors, le cadre clinique, il va nous reparler un petit peu de ce qu'on avait vu déjà et qui est important de le souligner parce que c'est quelque chose en fait qui fait partie de cette névrose d'angoisse et qui peut provoquer donc des manifestations somatiques, et il va faire référence à l'excitabilité générale. L'excitabilité générale, en fait, qui apparaît toujours dans la névrose d'angoisse. C'est-à-dire c'est une excitation élevée qui indique une accumulation d'angoisse, d'excitation, et une incapacité, en fait, à décharger cette énergie. Hein. Donc c'est une accumulation de l'énergie. C'est pour ça que la possibilité de pouvoir avoir une séance pour pouvoir parler, c'est quelque chose qui va permettre une dérivation de cette énergie. Hein. Et par exemple, on va parler dans ces phénomènes de cette excitabilité élevée, on trouve par exemple ce qu'on appelle, Christelle, bonjour, l'hyperesthésie auditive, c'est-à-dire la grande sensibilité, l'hypersensibilité au bruit. Mais en fait, ça va être l'hypersensibilité par tous les sens, en fait, qui peut être donc être en association donc avec cette intolérance qui est en relation avec la névrose d'angoisse, puisqu'il y a une augmentation de l'excitation que le sujet, il ne sait pas comment faire. Hein. Donc, d'un côté, il y a cette excitabilité générale de tous les sens, hein, de tous les sens. Donc une grande excitation chez le sujet, non, qui se retrouve dans une situation où il y a une excitation et qu'il ne sait pas quoi faire. Ahmed, bonsoir, il ne sait pas quoi faire avec cette excitation. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle aussi l'attente angoissante. Et il dit que ça, c'est le symptôme nodulaire, le noyau de la névrose d'angoisse. D'accord? C'est-à-dire l'attente angoissante, c'est-à-dire ne pas être capable, ne pas savoir attendre. Ne pas savoir attendre. Et ne pas savoir attendre, pourquoi? Parce que quand il y a cette attente, Sandra, bonsoir, Elisabeth, bonsoir, en fait, il y a une quantité d'énergie, et qu'on va dire d'angoisse, en fait, qui flotte librement, qui n'est attachée à rien. Et ça, on peut avoir des crises d'angoisse, c'est-à-dire simplement des manifestations. Il y a cette énergie qui est libre et qui n'est utilisée à rien, en fait, mais qui est prête à s'associer à n'importe quelle idée. Après, on va dire, j'étais angoissée à cause de ça. Non, non, c'est que j'ai utilisé cette énergie, que je l'ai collée là, pour me tranquilliser. Valérie, bonsoir. Par exemple, et il va nous donner des exemples pour montrer un petit peu ce qui arrive aussi dans les cas d'anxiété, c'est-à-dire cette femme qui, à chaque fois qu'elle entend son mari tousser, elle imagine qu'il est en train de couver une grave maladie et elle imagine directement les funérailles, l'enterrement. Ne pas pouvoir attendre me fait penser à l'éjaculation précoce. Pas obligatoirement, Olivier. L'éjaculation précoce, des fois, on dit que c'est une éjaculation précipitée. Non, une éjaculation précipitée, pourquoi? Parce que le sujet était déjà excité depuis très longtemps. Donc, en fait, quand il commence la relation, le rapport sexuel, en fait, ça faisait déjà longtemps qu'il était en train de se retenir et que, en fait, elle n'est pas précoce du tout, sinon que elle est au contraire angoisse flottante. Exactement, Féti. Bleu lumière, bonsoir. Donc, cette angoisse, cette attente, mais ça dépend, Olivier, bien évidemment, comment le sujet va en parler. Hein, le sujet, mais l'éjaculation précoce aussi est en relation avec le partenaire. C'est quelque chose qui est complexe. Je veux dire que c'est pas simplement ne pas pouvoir attendre, sinon que c'est quelque chose aussi qui est en relation avec le partenaire. Donc, on disait donc cette femme qui tout de suite, elle entend son mari tousser et elle l'imagine. Alors, on pourrait penser qu'elle désire la mort de son mari, mais ça, ce serait un phénomène hystérique. Si c'est la névrose d'angoisse, non, non, c'est qu'elle a la tendance, en fait, à toujours imaginer des choses dramatiques. Et en plus, Freud va nous préciser que dans la névrose d'angoisse, ces choses dramatiques, en fait, sont en relation avec les personnes de l'entourage du sujet, des personnes auxquelles il tient.
C'est-à-dire que ce n'est pas un désir, sinon que c'est vraiment la peur qu'il y ait quelqu'un, un tiers, qui, ou qu'elle entend une ambulance dans sa rue et elle dit ça y est, ce sont mes enfants qui se sont jetés du balcon. Donc à chaque fois, elle imagine des choses dramatiques, non, que dans cette, un petit peu la manifestation de cette attente angoissante dont le sujet a des difficultés à faire face. Donner un exemple de comment le sujet va en parler, car c'est très intéressant. Bah, je ne sais pas, hein. Il faut l'écouter, je ne sais pas. Non, qu'il n'y a pas, je veux dire, ça dépend, je ne sais pas. Non. Et comment, par exemple, dans cette angoisse, comment le sujet, bah ça c'est clair, il va raconter, il va faire référence un petit peu, parce que Freud il dit, si ce dont il a peur, c'est qu'il arrive quelque chose à quelqu'un d'autre, ou si ce dont il a peur, c'est qu'il lui arrive quelque chose, là, on fait référence à l'hypocondrie. J'ai peur de tomber malade, etc. Non. Euh, alors, bonsoir Justine. Et donc, il va dire ce qu'on avait déjà souligné quand on a fait référence à l'anxiété, c'est-à-dire que avoir une vision pessimiste des choses, c'est aussi en relation avec ça. Hein, et c'est aussi en relation donc avec la névrose d'angoisse. Malika, bonsoir. Hein. Mais parce que en fait, quand cette vision pessimiste des choses dépasse un certain niveau et qu'elle devient que le sujet la présente comme s'il s'agissait d'une obsession. Donc obligatoirement, là on voit qu'il y a autre chose et c'est plus du côté de la névrose d'angoisse que de l'anxiété. Et une autre chose qu'il va nous dire, et qui est très importante, c'est-à-dire que dans la névrose d'angoisse, quand le sujet ne traite pas sa névrose d'angoisse, parce qu'il dit non, ça va, je me débrouille, d'accord, j'ai un peu d'oppression, j'ai ceci, j'ai cela, Karima, bonsoir, mais il dit en fait, Ezedine, bonsoir, de Qatar, il va dire qu'en fait l'insistance dans l'augmentation de ces phénomènes, parce qu'en fait il y a une augmentation de la fonction, une augmentation de la fonction, une augmentation de la fonction, une augmentation, ben, au plus ce phénomène va se réaliser, en fait, qui peut finir par produire une lésion. Non, on va parler par exemple d'un ulcère. Un ulcère, c'est par la répétition que l'ulcère va se manifester comme lésion dans l'estomac. Donc c'est quelque chose, c'est-à-dire qui va provoquer une maladie psychosomatique. D'ailleurs, nous allons commencer dimanche. Et pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez dès maintenant vous inscrire à un cours sur la psychosomatique qui est très intéressante pour voir qu'est-ce qu'on appelle psychosomatique et quelles sont les maladies qui sont en relation. Parce que quand on dit psychosomatique, aujourd'hui on dit dès qu'on a quelque chose qui nous arrive, on dit psychosomatique. Mais en psychanalyse, on va resserrer un petit peu, c'est pas n'importe quoi. Et pourquoi mon angoisse a commencé durant mon enfance, je craignais que ma maman meure, car mon père était violent avec maman. À présent, à la moindre contrariété, je suis très angoissée et je ne supporte pas. Donc, alors, eh bien oui, Fatma, il faut se psychanalyser, non? Parce que les choses de l'enfance doivent rester dans l'enfance. Non? Parce que quand elles apparaissent dans la vie de l'adulte, c'est que y a quelque chose qui ne va pas, non? Parce que on dit que dans le passé, on ne peut pas y revenir. Et non seulement on ne peut pas y revenir, sinon qu'on ne doit pas. On ne doit pas. Nathalie, la création pourrait-elle permettre une dérivation des angoisses? Mais des fois, la création en elle-même, on dit que l'écrivain face à la feuille blanche, il peut y avoir, il y en a qui sont pris d'angoisse et qui n'écrivent rien, qui sont bloqués parce que justement, il y a des manifestations d'angoisse face à la feuille blanche. Donc, hein, il n'y a pas de, Nathalie, il n'y a pas de, la seule méthode qui va s'occuper de l'angoisse, c'est la psychanalyse. Le reste, après, on va dire, surtout pas y revenir, exactement. Non, c'est-à-dire qu'on on y est déjà passé, puis en plus, c'est plus très intéressant. C'est plus très intéressant, l'actualité est plus intéressante. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, après, chacun se débrouille. Non, Nathalie, chacun va se débrouiller avec son angoisse. Il y a des gens qui arrivent à apprendre à se débrouiller plus ou moins avec l'angoisse, mais quand l'angoisse est un obstacle au développement de la vie du sujet, il faut se psychanalyser. Il faut se psychanalyser, c'est-à-dire que
C'est nécessaire. Et donc, il va nous parler des crises d'angoisse. Et les crises d'angoisse peuvent se manifester donc avec l'idée de mort, l'idée de folie, non, ou par des sensations physiques. Donc ça, c'est ce qui va caractériser la névrose d'angoisse, ce sont ces sensations physiques, c'est-à-dire c'est un cortège symptomatique qui va accompagner en fait cette angoisse. Où on peut parler de palpitations, de dyspnée, de paresthésie, c'est-à-dire d'essoufflement constant, de sueur, de boulimie, non, d'une frénésie alimentaire, on va dire, mais donc, et il n'y a pas ce sentiment de détresse. D'accord, le sentiment de détresse ici ne rentre pas, sinon qu'il y a plutôt allusion, non, à une sensation de malaise et d'inconfort. Et alors bien sûr, la combinaison de ces différents éléments dans une attaque de panique, dans une crise d'angoisse, est très variable. Évidemment, sur chaque sujet, il va se manifester d'une façon différente. Non, donc il peut y avoir toutes sortes il y a tous les troubles de l'activité cardiaque peuvent rentrer en jeu, tous les troubles de l'activité cardiaque. Et il peut même avoir de la bradycardie, c'est-à-dire un ralentissement des battements de cœur, d'accord, qui font. Les crises d'asthme, ça fait partie. Les crises entre angoisse et hystérie. Ben, l'hystérique aussi, non, peut avoir de l'angoisse. Mais ce n'est pas la névrose d'angoisse, non. Ici, on parle de la névrose d'angoisse comme une difficulté à décharger l'énergie, hein, une difficulté à décharger l'énergie de cette tension actuelle, non, qui est en relation, en fait, avec des désirs actuels. Et tachycardie, bien évidemment. Donc, on parle de transpiration, de tremblements, de convulsions, des vertiges, des diarrhées, des paresthésies, c'est-à-dire dans le sens du toucher, non, aussi. C'est-à-dire ne me touchez pas que je suis trop sensible. Et il y a aussi des fourmillements, des picotements, des engourdissements. Tout ça peuvent être des manifestations de l'angoisse, de la névrose d'angoisse, hein, et qui peuvent accompagner, donc ces manifestations des fourmillements, des picotements, des engourdissements, peuvent accompagner la crise de vertige. Ensuite, il y a bien évidemment la peur, la crainte, les terreurs nocturnes chez l'adulte, non, peuvent être accompagnées donc de sueur, et qui peuvent donc déclencher des insomnies. Et ensuite, on parle aussi de symptômes digestifs, des sensations de nausées, des malaises en tout genre. Enfin bref, il y a différentes manifestations. Alors après, il y a dans la névrose d'angoisse. Parce que, par exemple, bâiller quand c'est véritablement des crises d'asthme alors que je ne suis pas asthmatique. Est-ce que c'est vrai que les crises d'asthme, c'est des peurs inhibées, des pleurs inhibés? C'est une possibilité, Ahmed. C'est une possibilité, mais il faut écouter le patient. On ne peut pas lire toutes les crises d'asthme comme des pleurs, mais ça peut l'être. Et ça peut se manifester aussi dans l'anorexie. Oui, Karima. Donc, on va voir que une chose, c'est l'angoisse. Par exemple, on va dire qu'on peut être angoissé quand on est dans un cours. Par exemple, on est dans un cours et on nous raconte des choses nouvelles et quelque part, ça va nous angoisser. On va commencer à bâiller ou à s'endormir. On va s'endormir dans le cours, non, par exemple. Et ça, c'est en relation avec l'angoisse, mais pas avec la névrose d'angoisse. D'accord? Donc, il y a des symptômes, non, où on s'endort parce que il y a comme pour éviter de continuer à écouter, par exemple. Et ensuite, il y a toute une série de vertiges qui peuvent se manifester aussi dans cette névrose d'angoisse, avec des sensations qui sont terriblement désagréables, parce que ça peut se présenter sous des formes très légères, comme de simples étourdissements, on va dire, et sous des formes beaucoup plus sévères, avec des crises de vertige devant une crise d'angoisse. Comment agir en urgence devant une crise d'angoisse? En général, et c'est bien, on emmène le patient en urgence, non? Il faut l'emmener en urgence. Je veux dire que la médecine, elle a sa part de travail aussi à faire. C'est-à-dire que dans une crise d'angoisse, et si le patient se présente
en séance avec sa crise d'angoisse, ben, il faut qu'il parle, qu'il arrive à parler. Et s'il parle, non, en séance, parce qu'on va voir que quand on dit en séance, c'est parce que c'est nécessaire qu'il y ait cette relation de transfert. Pourquoi? Pour que ses paroles, pour que son discours ait une consistance, on va dire. Parce que c'est pas qu'il s'agit de parler, alors je vais faire mon monologue, et mon monologue, en fait, il sert strictement à rien. Non, enfin, il ne sert pas à décharger l'énergie, il ne sert pas à modifier ma situation. On dirait qu'on décrit une relation sexuelle. Exactement, Bleu Lumière. Une scène, un rapport sexuel. Exactement, c'est ce que dit Freud. Non, il va dire que très souvent, en fait, le patient avec sa crise d'angoisse, on a l'impression qu'il est en pleine relation sexuelle. Exactement. Non, et donc, bon, pas à chaque fois, non, parce qu'il y a des vertiges. En fait, il dit qu'il y a des vertiges dans certains cas où, en fait, le sujet, il a la sensation que ses jambes s'enfoncent dans le sol. Et il ressent une angoisse intense dès qu'on essaye de le déplacer parce qu'il a l'impression qu'on va lui arracher les jambes. Vous voyez, il y a des manifestations qui doivent être tout à fait désagréables. Et après, il va nous parler aussi de certaines phobies. Mais on a vu que les phobies, ça fait plus référence que la phobie peut faire référence aussi aux névroses de transfert. Donc, ça dépend. Vous voyez, il peut y avoir certaines phobies qui sont en relation avec la névrose actuelle. Et en fait, on va dire, ce sont des processus psychiques, bien sûr, comme à chaque fois. Et en fait, il y a des phobies qui suscitent la peur et le dégoût chez tout le monde. Mais chez les névrosés d'angoisse, en fait, tout ça, ça va être augmenté. Donc, on n'aime pas trop les araignées, non, on n'aime pas trop les orages, on n'aime pas trop être dans le noir. Donc, il dit, ça, c'est quelque chose qui, pour tout le monde. Mais chez le névrosé d'angoisse, les antidépresseurs aident ou pas du tout. Ben, je sais pas, ça, moi, j'ai jamais essayé. Stéphanie, bonsoir. Et les antidépresseurs, il y en a qui en prennent. Donc, ça guérit pas. Ça guérit pas. Donc, il n'y a pas de modification du patient quand il prend ses médicaments. Mais bon. Bah, je ne suis pas là pour recommander des antidépresseurs, disons. Non, Daisy, bonsoir. Et pour le calmer dans ces périodes, j'ai toujours eu recours aux antidépresseurs, mais momentanément. Vous voyez, chacun se débrouille. Il y en a qui prennent une cigarette, il y en a qui vont faire du sport, non, il y en a qui vont faire ceci. C'est-à-dire que chacun essaye de trouver ses choses, mais que dans tous les cas, la psychanalyse, pouvoir venir parler et dire tout ce qui me passe par la tête sans que personne soit offensé par mon discours, ni juge mon discours, c'est quelque chose qui est nécessaire. Je ressens une angoisse avant ma séance de psychothérapie. Mais vous voyez, mais vous passez cette angoisse et vous allez à votre séance. D'accord? Donc c'est une petite sensation. La respiration est touchée. Comment vous ferez pour traiter les crises d'angoisse pour ceux qui en ont par exemple? Les faire parler, Justine. Il faut que les gens parlent. C'est-à-dire que les gens parlent, mais de façon très limitée. Non? Parle Charbel, je ne comprends pas. L'antidépresseur, c'est l'arbre qui cache la forêt. Donc, on va dire que le discours est porteur des éléments cliniques. On va dire que quand le sujet, il apprend à parler et à dire un petit peu tout ce qui l'embête, tout ce qu'il n'aime pas, tout ce qui... Et en plus, non seulement ce qui l'embête, mais ce qui l'embête dans sa relation psychanalytique, parce que très souvent, il n'ose même pas critiquer, non, le professionnel qui s'occupe de lui, ou qui critique d'autres personnes pour en fait critiquer le professionnel, mais c'est quelque chose qui est important de pouvoir parler. Donc, pour pouvoir décharger cette énergie. Parce qu'en fait, il y a une incapacité, très souvent, à pouvoir parler. Bon, la seule chose qu'ils savent faire, c'est faire la description de leurs symptômes. Donc, alors, une autre chose qui est importante aussi de penser, c'est que quand on voit tous les symptômes que peuvent provoquer, en fait, cette névrose d'angoisse, la parole, se doit être en cas d'angoisse encadrée. Donc, en consultation, on ne doit pas s'occuper d'éliminer le symptôme. Parce que ce que nous montre Freud, c'est que le symptôme, c'est comme un bâton pour aider le sujet à marcher. Que sans son symptôme, il aurait, non, comme un petit peu dans la névrose obsessionnelle, quand le patient, en fait, enfin quand le sujet, il est obligé d'aller se laver les mains 50 fois par jour.
si on lui interdit d'aller se laver les mains, il va y avoir une manifestation d'angoisse. Donc, c'est-à-dire qu'il a besoin que son symptôme, c'est pour éviter l'angoisse. Hein? Y a-t-il beaucoup de gens qui ont une névrose d'angoisse? Qu'est-ce que ça veut dire, beaucoup de gens? Et qu'est-ce que ça veut dire? Que c'est très courant, c'est très courant. Les névroses d'angoisse, c'est très courant, puisque qui ne souffre pas, non, on va dire de temps en temps, de boulimie, de sueur, de tremblement, non, il y a tout ce genre, mais dans tous les cas, de toute façon, dans tous les cas, il faut écouter le patient. D'accord? C'est-à-dire qu'on ne va pas mettre d'étiquette, on n'est pas là pour mettre d'étiquette, on est là pour étudier les différentes formations de cet appareil. Parce que rappelez-vous, Freud, il étudie les névroses, pas parce qu'il s'intéresse aux névroses, sinon qu'il s'intéresse à l'appareil. Et que la particularité de la névrose, en fait, c'est qu'elle exagère un phénomène qui nous arrive à tous. D'accord? Mais que le névrosé, ben, il exagère, parce qu'il l'utilise trop, en fait. Non? C'est pour ça qu'on dit que c'est une question de quantité. Il utilise trop un mécanisme. L'angoisse est-elle le symptôme d'un vide intérieur momentané? Ben, peut-être dans le cas de Daisy. D'accord? Chacun va parler de son angoisse. Mais je répète, on parle de l'angoisse. Non, peut-être que la prochaine fois, on pourra parler de l'angoisse. Le symptôme est certes une béquille. Merci pour la béquille. Il peut empêcher l'évolution du moi. C'est-à-dire que, au départ, il ne s'agit pas d'éliminer la béquille. Si le symptôme est une béquille pour le patient, il ne s'agit pas d'éliminer sa béquille. Il faut lui réapprendre à marcher. Et une fois qu'il apprend à marcher, ben lui-même, il va se rendre compte qu'il n'a plus besoin de la béquille. D'accord? Ben, c'est l'image, non? Donc c'est oui, l'angoisse remplit le vide. De quel vide vous parlez? De quel vide on parle? D'accord? Je veux dire, parce que l'angoisse, c'est un signal. C'est un signal qu'on s'approche d'un désir. Signal qu'on s'approche d'un désir que nous ne tolérons pas. Donc, c'est pas exactement d'un vide, de la mort. Ben donc là, il vient de nous dire, non, que la peur de la mort, non, la peur de la mort, non, c'est une angoisse. C'est l'angoisse qui se manifeste face à la peur de la mort. Mais il faut voir qu'est-ce qui se cache derrière la peur de la mort, parce que si le sujet, en fait, il ne sait pas ce que c'est que la mort. Nous ne savons pas ce que c'est que la mort. Notre propre mort, nous connaissons de la mort des autres. Mais notre propre mort, nous n'avons pas de représentation. Une névrose d'angoisse peut-elle évoluer vers une PMD? Alors, je ne sais pas ce que c'est. C'est quoi les différents types d'angoisse selon Freud, par exemple? Il n'y en a pas une involontaire, automatique et inconsciente, pouvez-vous l'expliquer? Bon, on va faire ça la prochaine fois, Justine. La prochaine fois, on s'occupera, ici, on s'occupe de la névrose d'angoisse. La névrose d'angoisse, la particularité, c'est qu'il y a des manifestations somatiques. C'est-à-dire que le sujet n'est pas capable de parler, n'est pas capable de faire l'amour et d'avoir un orgasme. Il n'est pas capable de terminer ce qu'il a entrepris. Et donc, cette exagération d'énergie, en fait, il ne sait pas quoi en faire. Et donc, elle va se manifester de façon somatique. Donc, comme on avait vu au départ, c'est-à-dire qu'il y a la transformation de l'angoisse, parce que des fois, ils sentent même pas l'angoisse. Le névrosé d'angoisse, il sent pas l'angoisse. Il sent des palpitations. Donc, il y a des manifestations sur le corps, mais il n'y a pas de sensation d'angoisse. Là, l'angoisse, non, comme dit Justine, effectivement, il y a différents types d'angoisse. Alors, l'angoisse de base, c'est l'angoisse de castration, bien évidemment, mais après, il y a différents types d'angoisse qui sont en relation, en fait, avec les différentes régressions qui vont se manifester, parce qu'il n'y a pas qu'un seul mécanisme, que dans l'appareil, il y a plusieurs mécanismes, et donc à chaque fois, c'est pour ça que c'est un appareil qui est hyper complexe, et c'est pour ça que nous le sommes aussi, que nous ne pouvons pas nous expliquer comme ça avec une petite phrase en disant bah tiens voilà ce qui t'arrive c'est ça, non, que c'est beaucoup plus avec l'endormissement, cette angoisse de mort. Eh ben oui, il faut se psychanalyser, Daisy. Psychose maniaco-dépressive. Maniaco-dépressive. Human demande la psychose maniaco-dépressive. Donc, si, la mélancolie, non? La mélancolie, une manifestation, un type, on va dire, de mélancolie. Non, il y a certains théoriciens qui mettent en relation la mélancolie avec la psychose, mais c'est quelque chose qui est intéressant pour pouvoir les penser. C'est-à-dire pour penser la psychose et pour penser la mélancolie, pour voir les différences. Donc, et il y a aussi bien sûr l'angoisse qui peut intervenir dans la dépression, mais
Et après, on va dire, parce que on peut se poser la question, encore une fois, non, on a parlé de l'étiologie, dont Freud nous a parlé donc en 1894, où il a expliqué qu'en fait, c'était d'un manque de satisfaction dans la sexualité selon le mécanisme de défense inconscient et le type d'angoisse. Où en fait, il va se poser la question, qu'est-ce qui provoque ces symptômes, ces souffrances qui limitent tant la vie du sujet? Et c'est pour flashback, ok. Et parce que l'appareil ne peut pas fonctionner avec une tension nulle. Il y a toujours une quantité d'énergie nécessaire au fonctionnement de l'appareil, même quand on dort. C'est pour ça qu'on rêve. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a toujours une certaine accumulation de la tension. Mais quand il y a une augmentation, une excitation, non, une augmentation de cette énergie, en fait, cette énergie, elle doit être déchargée. Et quand elle n'est pas déchargée, parce que le sujet, il ne sait pas comment faire pour décharger cette énergie, c'est là où il va y avoir l'élaboration, non, de cette angoisse qui va se manifester, donc de façon somatique. C'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire de sentir l'angoisse, sinon qu'on va la sentir parce qu'on a les mains moites tout le temps. Manifestation de l'angoisse. Donc c'est pas quelque chose qui est douloureux, simplement qu'on glisse. Non, donc c'est quelque chose qui est en relation, mais est-ce un diabétique est sujet aux angoisses, à la dépression? Pas obligatoirement, non. Le diabète n'est pas en relation ni avec l'angoisse ni avec la dépression. Pas obligatoirement. Hein, mais que c'est une maladie à bien étudier. C'est-à-dire que quand on peut élaborer cette tension, non, cette augmentation de la tension, quand on peut l'élaborer psychiquement, hein, eh ben, il y a une possibilité de décharger cette énergie. Est-ce que cette angoisse peut se traduire aussi par une attitude de procrastination? Toujours remettre à plus tard les actions à plus tard. Pour certaines personnes, Siam peut-être, non, que c'est pas que la procrastination va provoquer de l'angoisse, mais chez certains sujets, peut-être que ça va être associé. Quels sont les symptômes de l'angoisse? On traite les symptômes ou le trouble de l'angoisse. Non, on traite le patient. On ne traite pas ni les symptômes, ni les troubles, on traite le patient. C'est le patient qui produit ça. Angoisse, une augmentation d'énergie qui déborde car pas de décharge des tensions. Non, il ne sait pas, en fait, il ne sait pas comment décharger les tensions. Non. Différents troubles durant l'adolescence sont la cause de ces manifestations d'angoisse. Oui, mais ça, c'est penser que, non, que tout vient du passé, que c'est à cause de mon enfance, que c'est à cause de ma maman, que c'est à cause de mon papa. Non, que ça, c'est une manière de penser l'être humain. La psychanalyse présente une autre manière de penser l'être humain. C'est-à-dire que cette sexualité infantile qui continue à vivre chez l'adulte, non, on l'a vu, non, se manifeste par d'autres, mais que n'a plus rien à faire. Une pratique artistique peut être un remède, par exemple. C'est toujours mieux qu'un anxiolytique. Je dis, la méthode, c'est la psychanalyse. La pratique de la psychanalyse, on va dire. D'accord? Et vous vous rappelez que, en fait, l'apprentissage en psychanalyse, c'est d'apprendre la tempérance. La tempérance est fondamentale pour pouvoir vivre, on va dire. Alors ici, il y a eu on va dire, il y a eu un message très long de Valérie. Je peux en témoigner, arriver en séance enfermée dans mon angoisse et sentir soudain qu'elle s'efface et se sentir miraculeusement libérée en fin de séance. Donc c'est pas un miracle, Valérie. Non, ce sont des mécanismes, c'est pas un miracle. Sinon que on ne sait pas exactement par où c'est passé. Ça c'est vrai. Mais ça ne veut pas dire que c'est un miracle, non? Vous avez vu qu'il y a une autre personne qui est là qui vous écoute, que vous avez dû faire un travail, que vous avez dû payer votre séance et que vous avez dû vous engager à continuer. Donc, il y a toute cette articulation qui fait et que de miracle, il n'y a pas de miracle. Donc, je disais que la tempérance, non, c'est ce qu'on va pouvoir acquérir en séance, la tempérance. Alors, pardon, ici, il y a plein de... Non, je ne peux plus parler, le langage est étouffé. C'est pour ça qu'il faut parler avant les symptômes. Donc, la tempérance est fondamentale pour le travail de psychanalyste, pour le travail de poète et pour beaucoup d'autres travails. Pour votre chapelle, Clémence, vous prêchez, mais c'est pas ma chapelle.
d'accord? C'est pas ma chapelle. La psychanalyse, comme maintenant, moi je travaille pour la psychanalyse et pas que pour moi. Que moi j'ai un bénéfice direct, peut-être, mais beaucoup d'autres aussi ont, non, des bénéfices. Je dis que non, parce que sinon, en plus, l'idée de prêcher pour la chapelle, ça fait assez religieux, sinon que c'est l'idée de diffuser les apports que la psychanalyse a donnés pour montrer cette nouvelle dimension de l'être humain, que la tempérance est possible, que nous pouvons vivre même dans cette société actuelle avec tempérance, que c'est une possibilité qui est donnée à l'être humain et que Ménassa, le directeur de l'école, dit que quand on apprend à attendre, simultanément, on apprend à voler. Et apprendre à voler, ça veut dire apprendre à mettre une distance à ce qui nous arrive, à ce que l'on vit. Une certaine distance pour pas toujours vivre les choses de façon très sentie, très... Non, pourquoi? Parce que bah, c'est un inconvénient pour fonctionner. D'accord? Donc, apprendre à attendre pour simultanément apprendre à voler. Et donc, c'est quelque chose, c'est possible qu'une fixation relative à une phase de développement peut engendrer un type d'angoisse. À une phase de développement peut engendrer un type d'angoisse. Non, Karima, c'est la régression. Et la régression, rappelez-vous, elle a lieu. Pourquoi? Parce que le sujet ne trouve pas de satisfaction dans le présent. Donc, il va retourner dans un lieu de satisfaction qu'il connaît. Donc, voilà pour aujourd'hui. On a vu un petit résumé de ce qu'on peut appeler ce qu'on appelle la névrose d'angoisse avec ses caractéristiques particulières. Et donc la prochaine fois, on continue et cette fois-ci, on verra l'angoisse, qui est beaucoup plus compliquée, non, parce qu'elle touche, non, que c'est un mécanisme. Donc j'entre dans une très longue, quand j'écoute spontanément des chewing-gums. Et merci à vous. Bonsoir. Et Anne, Marie-Laure, Olivier, Stéphanie, Lana, Carlos, merci pour les fleurs, Christine, Néléa, Stéphanie, bonne soirée, Agnès, bonne continuation. Donc vous savez que vous pouvez partager cette vidéo sur vos réseaux, qu'elle peut servir à beaucoup d'autres personnes et que c'est intéressant pour tout le monde. Rappelez-vous qu'on dit que la psychanalyse intéresse tout le monde parce qu'elle parle à chaque fois de nous. Simplement pour ça, parce qu'en fait c'est toujours, hein, elle parle de nous, que nous sommes toujours, Reda bonsoir, Annick, Christelle, Christine, merci d'aborder des sujets qui sont très intéressants et qui nous donnent plus d'informations. Vous voyez Justine, vous pouvez partager. Fatma, au revoir, Feti, Ahmed, merci à vous, Nathalie, merci. Donc, bonne continuation et à mardi prochain. Au revoir. Ciao, ciao.